Vous avez aimé cette histoire? Poursuivez-la dans La Bête de Beaurecueil, la nouvelle enquête de Detective Box. Une jeune fille disparue au plus profond des vallées alpines. Où est-elle? Que s'est-il passé? Partez sur ses traces et retrouvez-la avant qu'il ne soit trop tard. Le temps vous est compté. Et parce que cette saison est en collaboration avec Detective Box, profitez de 10% sur le site detectivebox.com avec le code CRIMESOUBLIÉS10. Je vous glisse le lien dans les notes de cet épisode. Un conseil, ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Cette saison de Crimes oubliés est produite en partenariat avec Detective Box, de vraies enquêtes criminelles immersives à jouer en famille ou entre amis. Je vous en reparle en fin d'épisode. Les légendes, les contes écrits ou oraux et les superstitions font partie de nos sociétés et ce depuis très longtemps. Depuis toujours en fait. Si je vous parle des loups-garous cette saison, ce n'est pas parce que Crimes oubliés tombe dans le paranormal, mais bien parce que les hommes ont tourné ces légendes à leur avantage. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont toutes les croyances autour de la lycanthropie qui ont pu servir d'astucieux maquillage pour des crimes souvent en série et d'une violence inouïe. D'un côté, l'évolution d'une légende millénaire et de l'autre, des faits divers qui jouent sur la crédulité des tueurs et des témoins. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés des derniers loups-garous. Avant de plonger directement dans la légende du loup-garou, tout ce qui tourne autour de la lycanthropie et surtout dans les faits divers que j'ai envie de vous présenter cette saison, je me permets de vous parler un peu plus du Wendigo qui, vous le verrez, va bien introduire tout ça. Dans cette saison, il y a à la fois du folklore et du fait divers, mais aussi un contexte historique qui va énormément jouer sur la manière dont on perçoit le crime. Et ça, c'est l'ADN même de ce podcast. Je l'ai déjà mentionné dans la bande-annonce de cette saison, dans la légende, le Wendigo est un monstre cannibale qui s'en prend aux personnes qui sont plutôt vulnérables et socialement isolées. Comprenez qu'elles ne font pas vraiment partie de la communauté. Début du XVIIe siècle, Paul le Jeune, un missionnaire jésuite, vit depuis quelque temps parmi les peuples algonquins. C'est un peuple autochtone qui occupe l'ouest du Canada et de l'Ontario. En 1636, ce missionnaire envoie un rapport à ses supérieurs qui se trouvent alors à Paris, et il écrit « Cette femme diabolique a ajouté que le Wendigo avait mangé des individus des tribus qui vivent au nord de Trois-Rivières et qu'il en mangerait d'autres s'ils n'étaient pas appelés ailleurs. Sinon, Hatchen viendrait à sa place pour les dévorer jusqu'à la forteresse française. Il massacrerait les Français. » Hatchen, c'est une créature qui est apparentée au loup-garou. Que dit en fait ce rapport? Eh bien que même au XVIIe siècle, les Européens croient aux mauvais esprits, aux créatures surnaturelles, et ils y croient aussi fort que les Premières Nations. Pour vous remettre dans le contexte, ce rapport précède la chasse aux sorcières de Salem d'environ 60 ans. Et les histoires de Wendigo se raconteront d'ailleurs bien plus tard encore, jusqu'au milieu du XXe siècle. Début du XXe justement, le terme Wendigo entre dans l'arsenal du vocabulaire médical occidental. Le docteur Saindon, un psychiatre, est le premier à utiliser le terme dans les années 1920 et la psychose du Wendigo devient alors une appellation pour parler des patients qui se croient pris de désirs cannibales. Aujourd'hui, la communauté scientifique est plus que sceptique quant à l'existence d'une telle maladie. Maintenant que vous voyez un peu tout ce qui se mêle sous la légende, à savoir la médecine, les croyances, la religion, parlons loup-garou. Le mythe du loup-garou est très ancien et aussi commun à de nombreux peuples. Il est notamment présent dans les écrits dès le 5e siècle avant notre ère, dans un texte d'Hérodote. Il raconte que les Grecs, qui s'établissent sur les bords de la mer Noire, considèrent les habitants de ces lieux comme, je cite, des magiciens capables de se transformer en loups.
Alors, les hommes loups sont considérés comme des gens maléfiques, qui ont la force du loup et l'intelligence de l'humain. Ils sont capables de tuer de nombreuses personnes en une nuit à peine, et ils ne se rappellent globalement jamais de rien quand le jour se lève. Pratique. Je ne sais pas vraiment quand est apparue cette légende, mais certains prétendent qu'elle remonterait à la plus vieille prose jamais connue, l'épopée de Gilgamesh, où il se sépare d'une prétendante parce qu'elle a transformé son partenaire précédent en loup. Mais vous avez aussi sûrement pu croiser les loups-garous dans la mythologie grecque au travers de la légende de Lycaon par exemple, transformé en loup après avoir provoqué la colère de Zeus. De même, je ne peux pas vous parler de lycanthropie sans vous parler de sorcellerie. Les accusations contre les soi-disant lycanthropes ont été certes moins fréquentes, mais elles ont existé globalement au même moment. Ce qui m'a beaucoup interpellée aussi lors de mes recherches, c'est que, comme par hasard, il y a des lieux, des régions entières où il n'y a eu aucun procès de lycanthropie. Par exemple, en Angleterre, où les loups ont été presque totalement éradiqués après le XVIe siècle, il n'y a aucun témoignage de ce genre de procès. En revanche, en France et en Allemagne, là où il y avait beaucoup de loups et où la crainte de ce dernier était très grande, les témoignages et les procès se sont succédés. On a recensé environ 300 procès pour lycanthropie, rien qu'en Allemagne, lors de cette période trouble du XVIe-XVIIe siècle, lorsqu'on chasse les sorcières. Évidemment, ce n'est pas comparable par rapport aux 30 000 à 45 000 exécutions pour sorcellerie recensées rien qu'en Allemagne à la même période, mais quand même. Bon, je crois que les bases sont bien posées. C'est parti, on plonge dans le premier fait divers de cette saison, et pour ça je vous donne rendez-vous en 1521. Nous sommes quelques décennies avant l'ouverture du grand procès de Dole, qui a fait beaucoup de bruit, mais je vous en reparlerai plus tard. Nous sommes là, vous l'avez compris, en plein dans la période de la chasse aux sorcières, qui démarre en Europe aux alentours de 1430 et qui se termine vers 1630. Nous sommes en Franche-Comté, près de Besançon. Là-bas, les croyances populaires sont solides. On est habitué aux histoires de vouivres, ces femmes moitié humaines, moitié serpents, et les attaques d'animaux sauvages, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui fait que les deux sont très rapidement liés dans la tête des gens. Dans la campagne franc-comtoise, près de Poligny, on retrouve les cadavres de jeunes enfants partiellement consommés et plusieurs témoignages, parfois un peu contradictoires, disent avoir vu pencher sur le corps un homme ou une bête, on ne sait pas vraiment. Et en 1521, à Besançon, se tient le procès inquisitorial de Pierre Burgot et Michel Verdun, surnommés les loups-garous de Poligny. Mais laissez-moi vous raconter cette histoire en faisant un retour en arrière pour comprendre comment ces deux-là se sont retrouvés devant un parterre d'inquisiteurs qui veulent leur peau. En 1502, soit 19 ans avant le procès, le jour du marché de Nouvel An à Poligny, une immense tempête s'abat sur la région. Pierre Burgot, pris sous l'orage, en perd son troupeau. Il est berger. Impossible de mettre la main sur ses moutons et ses brebis, il les cherche partout avec l'aide de certains villageois, et puis il finit par s'égarer un peu. Il raconte alors avoir rencontré 3 cavaliers entièrement vêtus de noir. L'un d'eux lui demande où il va, et Pierre lui répond qu'il a égaré son bétail dans la tempête, qu'il est désespéré et qu'il n'arrive pas à les retrouver. L'homme lui répond de garder courage, et puis il promet de l'aider et d'en parler à son maître, si Pierre veut bien lui accorder sa confiance. Il ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais il accepte, et le cavalier lui promet que son troupeau sera retrouvé, qu'ils ne seront pas croqués par les loups, et qu'en plus il lui donnera de l'argent. C'est un peu gros, non ? Bon, vous levez peut-être les yeux au ciel, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi aussi, mais c'est l'histoire qu'il a vraiment racontée lors de son procès. Donc, continuons. Au comble du désespoir, et sous la pluie, Pierre Burgot accepte son offre et lui promet de le retrouver au même endroit 5 jours plus tard. Lors de leur retrouvaille, le cavalier lui sort une phrase qui fait bien peur. Je cite « Je suis le serviteur du grand diable de l'enfer, mais ne crains rien ». Et c'est ainsi que Pierre Burgot se met à servir le diable, à condition que celui-ci garde son bétail à sa place et veille dessus. Mais attention, pour que le deal se fasse, le cavalier lui demande autre chose. Il lui demande de renoncer à la Sainte Vierge, au baptême, à la communion et à Dieu lui-même.
Il accepte quand même. Pierre Burgot, son troupeau, il n'a que ça. Sauf qu'au bout de quelques mois, il s'ennuie. Il n'a plus personne sur qui veiller, et plus de travail non plus. On se demande d'ailleurs de quoi il vit, mais l'histoire ne le dit pas. Il se remet donc à fréquenter l'église, et retourne même à la messe, jusqu'à ce qu'un beau jour, 9 ans plus tard, un homme appelé Michel Verdun vienne lui rappeler à qui il a prêté allégeance. Pierre consent à rentrer à nouveau dans le droit chemin du diable, mais à une seule condition, qu'on lui donne finalement l'argent qu'on lui a promis. Le mec ne perd pas le nord. Un soir, Michel Verdun emmène son nouvel ami Pierre à une soirée dansante, mais un peu spéciale. Ça se passe dans la forêt, ils ont tous des chandelles vertes et ils dansent en cercle. Et là, Michel lui glisse à l'oreille que s'il voulait y croire, il pourrait se déplacer aussi vite qu'il le souhaite. Pierre est toujours sceptique, il ne sait pas trop dans quoi il a mis les pieds tout de même, mais quand Michel lui demande de se déshabiller, il accepte. Avouez qu'il est quand même sympa le Pierre, il dit oui à tout. Là, Michel Verdun recouvre son corps d'un onguent qu'il a apporté, et Pierre se sent instantanément changé en loup. Il aperçoit son poil, puis ses 4 pattes, Michel fait de même, et puis il court aussi vite que le vent dans la forêt. Un jour, après que Pierre se soit passé de l'onguent sur le corps, comme le lui a montré Michel, il veut mordre un jeune garçon de 7 ans. Quand il s'approche de lui, l'enfant se met à crier tellement fort qu'il est obligé de s'enfuir au plus vite vers l'endroit où il a abandonné ses vêtements. Il se frotte ensuite avec les herbes que Michel lui a données pour retrouver sa forme originelle. L'autre fois, il tue avec l'aide de Michel une femme qui cueillait des pois. Plus tard encore, ils dévorent tous les deux une fillette de 4 ans. Michel est fan de ce goût, mais l'estomac de Pierre tolère mal la chair humaine, c'est ce qu'il racontera en tout cas aux autorités. Ils avouent encore avoir étranglé une jeune fille dont ils ont bu le sang et mangé la gorge, ainsi qu'une partie de l'estomac. Enfin, ils se souviennent avoir tué dans un jardin une petite fille de 9 ans à laquelle Pierre a rompu le cou. Une autre fois, Pierre a également avoué avoir égorgé une chèvre, mais cette fois à l'aide d'un couteau. Dans leurs aveux, Pierre et Michel affirment qu'ils s'accouplaient aux louves avec autant de plaisir qu'ils le faisaient avec leurs femmes. Ils prétendaient aussi détenir une poudre couleur de cendre qui avait le pouvoir de faire mourir tous les animaux qui les touchaient si jamais ils s'en recouvraient les bras et les mains. C'est tout ce que l'on sait de cette histoire. Aucun des corps des victimes dont ils parlent n'a jamais été retrouvé. La confession de Pierre Burgot et celle de Michel Verdun, alors prisonnier pour hérésie et sorcellerie, fut révélée durant les derniers jours de décembre de l'année 1521 en présence de plusieurs témoins. Elle a été recueillie par Maître Jean, un docteur en théologie, par le prieur des frères prêcheurs de Poligny et par l'inquisiteur général de la foi ordonné au diocèse de Besançon. De grands mots pour dire que ces deux-là se sont fait avoir par l'Inquisition, la juridiction spéciale créée au XIIe siècle par l'Église catholique pour combattre tout ce qu'elle qualifiait d'hérétique. Je dois vous dire que dans les aveux de Pierre Burgot, il y a une phrase qui pour moi change tout. Lors de son arrestation, il dira « J'appartiens depuis à peu près 19 ans à la secte des adorateurs du démon ». N'est-ce pas là une des clés quand même de cette histoire abracadabrantesque de cavalier noir et d'onguent au pouvoir de métamorphose ? C'est difficile à dire tant les faits sont vieux bien sûr, sans compter qu'il y a très peu d'écrits sur ces procès qui sont arrivés jusqu'à nous. Mais serait-ce possible qu'entre le poids de la religion et les groupuscules annexes comme les sectes tournées vers l'adoration du diable, Pierre Burgot et Michel Verdun aient pu se faire un peu laver le cerveau ? C'est possible. Les corps de leurs victimes n'ayant jamais été retrouvés, il n'y a aucune preuve que ces deux-là aient bien été des meurtriers. Cependant, ils ont été condamnés à être brûlés vifs. Un tableau les représentant fut alors suspendu dans l'église de Poligny afin de rappeler à tous ceux qui le verraient les mauvaises actions dont étaient capables les hommes sous l'influence du diable. Devant l'absence de corps, certains se demandent si ces deux-là n'ont pas plutôt été en proie à de violentes hallucinations. Un chercheur dont on reparlera dans cette saison, ou ailleurs, pense même que c'est peut-être l'usage de narcotiques dont ils se frictionnaient qui a pu contribuer à leur troubler l'esprit et à les transformer, dans leur esprit du moins, en deux loups sanguinaires. Ils ne sont pas les seuls à avoir utilisé le loup comme figure criminelle et à se cacher derrière ses capacités hors normes. C'est ce que je vous raconterai dans le 2e épisode de cette saison de Crimes oubliés, consacré au dernier loup-garou.